En Nouvelle-Écosse, en 1863, un homme est découvert contre un rocher sur une plage battue par la baie de Fundy. Il était vivant, mutilé et sans passé. Cet homme n'a prononcé aucun mot. Il n'a même pas donné de nom. La mère était la seule à savoir d'où il venait. Pourtant, il est resté. Il était une véritable énigme humaine au milieu d'un village de pêcheurs. Qui était-il et qu'est-ce qui l'a vraiment conduit jusqu'à Sandy Cove? Salut tout le monde, c'est Noxlore, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ma part, ça va super. J'essaie toujours d'explorer de nouvelles choses et je suis plutôt satisfaite de moi-même, je dois dire. Dites-moi si vous avez réussi à accomplir au moins une de vos résolutions pour la nouvelle année. Jusque-là, on est déjà au mois de mars, du coup, je pense qu'on peut avoir une petite rétroaction. Et puis, je suis un petit peu curieuse. Alors, pour ceux qui me suivez, vous savez que sur cette chaîne, on cherche des histoires creepy, bizarres et surtout incroyables mais vraies. Alors, si tu n'es pas encore abonné et que ce contenu te parle, abonne-toi parce que tu me permets d'agrandir ma chaîne et de me frayer une petite place sur YouTube. Et surtout, le fait de voir plus d'abonnés sur la chaîne, de voir vos likes et de lire vos commentaires me permet de savoir que mon contenu vous plaît, me permet aussi de mieux orienter mes vidéos et donc vous m'encouragez à continuer de poster. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Mon réseau c'est Noxlore, je ne l'ai pas changé dans mon lien sur YouTube vers Insta car je suis aussi un petit peu en cours de transition de compte Instagram, donc pour ceux qui me suivaient déjà sur Aurore Gaïa, faites juste me suivre sur Noxlore parce que Aurore Gaïa va disparaître d'ici quelques mois. Je voulais vous dire que je suis également sur Spotify avec les chroniques de Noxlore. Alors si vous n'aimez pas entendre toute cette tirade d'introduction, et puis que vous préférez m'écouter en conduisant, sans publicité, etc., vous pouvez aller me checker sur Spotify, ça me ferait plaisir. J'ai juste posté comme peut-être 3 threads déjà, comme 3 histoires, celles qui me plaisaient le plus, mais je continuerai à poster bientôt aussi. Maintenant, pour revenir à l'histoire d'aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous parler de la mer. Pas de ta daronne, mais de la mer dans laquelle on nage. Cette mer a toujours su bien garder ses secrets. Au fil des siècles, elle a englouti des navires et leurs équipages, étouffant leurs cris dans ses abysses. Mais parfois, pour des raisons qui nous échappent, la mer rend ce qu'elle a pris. Des épaves tordues, des cadavres pâles ou des silhouettes errantes revenues sans vie. Mais pas tout à fait morte. L'histoire d'aujourd'hui est vraie. Elle s'est passée en 1863 en Nouvelle-Écosse, ici au Canada. Et dans cette histoire, la mer n'a pas rejeté de débris. Elle a rejeté un homme amputé, silencieux et inconnu. Le 8 septembre 1863, dans le comté de Digby, en Nouvelle-Écosse, le soleil s'est levé sur les falaises grises de la plage de Sandy Cove. Ce matin-là, Alonzo Williams, un pêcheur local, a longé la plage pour aller vérifier ses casiers. C'est là qu'il a cru voir un morceau de bois, ou peut-être un tronc d'arbre flotté dans la marée basse. Mais en s'approchant, il a vu quelque chose d'anormal et de terrifiant. Le tronc avait une forme humaine. C'était en fait un homme, à moitié enfui dans une tranchée creusée par la marée, comme si la mer voulait le cacher. Ses cheveux noirs, qui étaient trempés et emmêlés, collaient à ses tempes et à ses joues, et traînaient dans le sable comme des algues. Sa peau, d'une teinte étrangement grisâtre, était livide et fripée. Elle était totalement recouverte d'une fine croûte blanchâtre laissée par le sel marin. Cette croûte semblait craquer par endroits sur son torse décharné. L'aura de cet homme était troublante,
et entouré d'un silence malaisant. En gros, il ne gémissait pas, il ne tremblait pas, ne paniquait pas et ne demandait même pas de l'aide. Il était juste là, figé, les yeux grands ouverts, d'un bleu presque vitreux, à fixer le vide, comme s'il regardait quelque chose au-delà de notre réalité. Dans ce silence, tout ce qu'Alonso a réussi à entendre au-delà du bruit calme des vagues était un léger souffle, à peine perceptible, qui était dégagé par l'homme. Il respirait, il n'était pas mort, mais pourtant, rien chez lui ne semblait encore vraiment vivant. Et comme si cette découverte n'était pas assez troublante, en regardant de plus près, Alonso a été horrifié. L'homme était amputé des 2 jambes. Ses cuisses se terminaient par 2 moignons secs et sombres qui semblaient avoir cautérisé grossièrement, mais suffisamment pour qu'il ne saigne plus. Il n'y avait aucun pansement, aucun vêtement, aucune trace de lutte ou de transport visible. Il était juste déposé là, silencieux, comme s'il avait été rejeté par la mort elle-même. Lorsqu'Alonso était suffisamment proche, il a cru l'entendre murmurer d'une voix rauque à peine audible « Jérôme » ou peut-être « Jérôme ». Il n'en était pas sûr. Ce qui était certain par contre était la panique et l'horreur qui se lisaient dans les yeux d'Alonso, qui a reculé d'un coup, puis a couru pour aller chercher de l'aide auprès du policier Robert Bishop et de William Eldridge, dont le travail ne se situait pas très loin de la plage de Sandy Cove. Bishop et Eldridge sont rapidement venus en aide à Alonso et ont transporté l'homme chez Jean Nicolas, un ancien marin acadien qui vivait avec sa femme Élise de l'autre côté de la baie de Sainte Mary. L'homme a été installé sur un lit, dans une petite pièce en bois donnant sur la mer. Il a mangé un peu, bu de l'eau, mais il n'a prononcé aucun mot. L'homme a été baptisé Jérôme, en vue de ce que Alonso a cru l'entendre murmurer lors de leur première rencontre. On avait beau lui poser des questions, en anglais et en français, il ne répondait dans aucune des 2 langues. On lui a offert de quoi écrire, mais il a fait comprendre qu'il ne pouvait ni lire ni écrire. Un jour, le prêtre de la communauté a tenté de lui parler en italien, et ses yeux ont brillé, comme s'il comprenait enfin quelque chose. Plus tard, John Mickey, un marchand de Metagan Cove d'origine italienne, a interviewé à plusieurs reprises Jérôme, dont l'esprit était tellement perturbé par ce qu'il avait vécu qu'il ne semblait pas coopérer. Malgré ça, Mickey a semblé avoir recueilli assez d'informations pour suggérer que Jérôme était probablement originaire de la côte adriatique de l'Italie. Une confirmation de plus sur le fait qu'il était potentiellement italien. Jérôme répondait à quasiment toutes les questions par du silence. Pourquoi j'ai dit à quasiment toutes les questions et pas à toutes les questions ? Eh bien, parce que Jérôme a répondu, si on veut, à certaines questions, et ses réponses n'ont fait qu'épaissir son mystère. Voilà, lorsqu'on lui a demandé d'où il venait, il a prononcé un seul mot, et c'était Colombo. On ne savait pas alors s'il parlait d'un lieu, ou s'il essayait de s'attribuer un autre nom, ou encore s'il donnait le nom du navire qu'il avait débarqué. Et lorsqu'on lui a demandé comment il avait perdu ses jambes, il a dit « froid », ce qui a intrigué encore plus la communauté de Sandy Cove. Des médecins ont examiné Jérôme et ils ont confirmé que ses jambes avaient été amputées proprement, sans infection, ce qui signifiait que quelqu'un de professionnel, ou du moins de compétent, avait pris soin de lui. Encore une information qui, au lieu d'apporter une réponse, ne fait qu'épaissir le mystère de cet homme. Jérôme est resté chez Jean à Sandy Cove pendant près de 50 ans. Des mesures ont été prises pour prendre soin de lui, et les membres du Parlement provincial de l'époque ont décidé de lui verser une allocation de 2 $ par semaine à partir des fonds publics. Personne n'a jamais vu Jérôme rire, ni pleurer d'ailleurs. Tous les jours, il restait là,
à observer. Chaque matin, il s'installait sur le perron et fixait la mer. Parfois, des enfants lui apportaient des fleurs. Il ne disait rien, mais parfois, il hochait la tête. Il lui arrivait de fixer le feu, les visages, comme s'il essayait de parler avec les yeux. Jérôme n'a jamais quitté Sandy Cove et il a vieilli en silence aux côtés de Nicolas. Jusqu'à un jour de 1912 où il est mort, comme il a vécu, calmement, sans une plainte, sans un mot. Aujourd'hui, à Sandy Cove, il y a une pierre tombale gravée d'un simple mot, Jérôme. Mais pas de date, pas de lieu de naissance, rien de plus qu'un nom d'emprunt. Personne ne sait exactement qui il est, ni pourquoi il a été abandonné comme ça, sans défense, sur une plage. Les journaux ont commencé à parler de l'inconnu sans jambes qui ne parle pas, et plusieurs hypothèses ont émergé. On disait qu'il était peut-être un espion, capturé et mutilé, ou un déserteur puni par la marine. Et certains affirmaient qu'il avait été ramené par un navire inconnu et largué discrètement. D'ailleurs, une vieille femme a juré avoir vu un bateau s'éloigner dans la brume, juste quelques heures avant qu'on ne retrouve Jérôme. Elle a dit, et je la cite, « Ils l'ont laissé ici, comme on laisse un chien qu'on ne veut plus nourrir. » Ce qui nous amène à la théorie la plus probable et qui clique avec toute l'histoire de Jérôme. Cette théorie fait suite à des années de recherche menées par le juge de Royal Annapolis, A.W. Savary. Il a permis de finalement donner de vrais éléments de réponse sur ce qui est arrivé à Jérôme. Alors, lorsqu'il a été découvert sur la plage, Jérôme était dans la vingtaine et il était effectivement italien. On pense que pendant un temps, il a été employé par un opérateur de bois dans le district de Shipman au Nouveau-Brunswick et que pendant une nuit d'hiver froide et neigeuse, comme on en connaît beaucoup au Canada, Jérôme aurait perdu son chemin et serait tombé entre les rondins de bois d'un étang de moulin. Complètement trempé et grelottant, il a trouvé refuge dans une scierie où il a passé la nuit. Ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est que cette décision allait sceller son destin. Le lendemain, on l'a découvert dans un état atroce. Ses jambes étaient si terriblement gelées que le chirurgien qui l'a examiné a jugé nécessaire de les amputer immédiatement au-dessus des genoux. Cette partie pourrait expliquer le mot « froid » que Jérôme a prononcé. Il voulait peut-être dire que ses jambes ont été amputées à cause des engelures et du froid. Le juge Savary a découvert qu'ensuite, prenant en considération le fardeau qu'allait devenir cet étranger sans jambes pour elle, les autorités locales du Nouveau-Brunswick ont choisi de s'en débarrasser. Donc, peu de temps après avoir perdu ses jambes, Jérôme a été expédié en aval de la rivière jusqu'à Saint John. Là, le capitaine d'une petite goélette de pêche américain a accepté de se débarrasser de lui contre 10 petits dollars. 10 petits dollars pour nous aujourd'hui, mais qui à l'époque était quand même une fortune, je dois juste le souligner. Il l'avait embarqué sur son bateau et l'a débarqué sur une côte lointaine, qui n'était autre que Sandy Cove. Ceci vient d'ailleurs un petit peu confirmer le témoignage de la vieille dame qui avait vu un bateau ce matin-là. Il y a aussi Robert Bishop et William Eldridge, qui, le matin même de la découverte de Jérôme, travaillaient sur une colline à Sandy Cove, et auraient vu 2 goélettes se diriger vers le rivage, et l'une d'elles avait même accosté. Mais la pente de la rive cachait la vue aux 2 hommes, et de toute façon, ils n'avaient pas relevé l'incident, car ils étaient au courant que des bateaux allaient être envoyés pour sécuriser l'eau d'une source dans cette partie de la côte. Cependant, lorsqu'Alonso est venu les chercher, ça a directement fait tilt dans leur tête. Mais ce qui n'est pas clair dans les différents registres, c'est la temporalité entre leur observation et la découverte de Jérôme. On ne sait pas en fait si c'était quelques heures plus tard ou carrément le lendemain. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait si ils ont découvert Jérôme quelques heures après avoir vu les 2 goélettes ou le lendemain
de leur observation des Joëlettes. Cette histoire est horrible à bien des égards, mais dans son malheur, l'inconnu de Sandy Cove a trouvé une communauté qui a voulu de lui malgré son état et son silence, et qui l'a soutenu jusqu'au bout. Certaines personnes pensent que Jérôme s'est condamné lui-même au silence par culpabilité ou par peur, ou peut-être que le silence s'est imposé à lui suite au traumatisme physique et émotionnel qu'il a vécu. Une chose reste quand même sûre. Jérôme a vu et a vécu quelque chose de tellement terrifiant qu'il n'a jamais voulu mettre des mots dessus. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur le mystérieux naufragé de Sandy Cove. J'espère que la vidéo vous a plu et j'ai comme d'habitude hâte de vous lire dans les commentaires, d'avoir vos impressions, vos avis sur le sujet et de vous dire un petit coucou. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Spotify ou même Facebook et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous abonner sur YouTube bien sûr. Si tu es resté jusqu'ici, dis-moi quel est ton dessert préféré. Moi, c'est le cheesecake au citron vert. J'adore ça, un vrai délice. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, nuit ou journée. Profitez à max, amusez-vous comme Jaja, soyez bienveillants et surtout, s'il vous plaît, restez safe. Allez, ciao!